Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons corriger un ECE du bac SVT 2024 portant sur des aspects immunologiques et endocrinologiques, le syndrome de Cushing. Avant de commencer, n'hésitez pas à réclamer des sujets en particulier. Si le temps m'est favorable, j'en ferai très sûrement une vidéo avec grand plaisir. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Diagnostiquer le syndrome de Cushing par un test de Mancini ». L'amorce nous met en condition. Un patient présente divers symptômes qui semblent orientés vers la piste d'un syndrome de Cushing. Accumulation adipeuse au cou et au visage, ainsi que des rougeurs et lésions sur le corps. Ces aspects phénotypiques ne suffisant pas au diagnostic, il est nécessaire de réaliser un test immunologique afin de doser une de ces hormones. En effet, le syndrome de Cushing correspond généralement à une hypersécrétion de cortisol, qui est une hormone stéroïde liposoluble de taille d'environ 280 à 380 Dalton. Sécrétée par la zone fasciculée des corticosurrénales, elle présente différentes actions métabolytiques: protéolyse, lipolyse, glycolyse, sécrétion d'eau, stimulation d'inhibiteurs aux cytokines inflammatoires. Voyons plus en détail l'axe endocrinien dans lequel elle intervient. L'hypothalamus libère de la CRH, qui va agir sur l'hypophyse pour libérer de l'ACTH, favorisant à son tour la libération de cortisol par les corticosurrénales. Ce cortisol joue lui aussi un rétrocontrôle négatif dans cet axe. Très souvent, dans le cas du syndrome de Cushing, une dérégulation cellulaire synthétise le récepteur au GIP, or ces cellules ne le devraient pas. Ce récepteur lie une hormone, le GIP, libérée massivement après les repas. En s'y fixant, une cascade de signalisation génère une production d'un messager, l'AMP cyclique, qui lui-même intervient dans la production de cortisol. En conséquence, un excès de cortisol est présent avec une ACTH très réduite liée au rétrocontrôle vu précédemment. Maintenant que la théorie sur ce syndrome est claire, il faut doser la concentration en cortisol du patient. Pour cela, une méthode immunologique nommée test de Mancini permet de répondre au problème. Voici en quoi il consiste. Nous avons une boîte de pétri gélosée imbibée d'anticorps anticortisol. Puis, avec des tubes en porte-pièce, nous creusons différents puits contenant des concentrations connues et inconnues de cortisol, dans ce cas-ci celle du patient. Le cortisol des puits va diffuser dans la gélose et après un certain temps, une zone caractérisée par l'interaction anticorps-cortisol sera visible. On parle de zone de précipitation. Ainsi, plus la concentration en cortisol est élevée, plus cette zone d'interaction anticorps-cortisol sera grande, et donc son diamètre également. Il est possible de réaliser une gamme étalon pour les puits où la concentration est connue. Voici un exemple purement théorique. Aucune valeur que j'utilise ne sont réelles, elles permettent de rendre compte de la démarche de calcul. J'ai utilisé RStudio. J'ai tout d'abord généré deux variables de diamètre et de concentration issues d'un test de Mancini avec un certain biais d'erreur, et j'ai ensuite généré un data frame à partir de ces deux variables. Puis, j'ai créé un modèle linéaire qui considère si le diamètre dépend de la concentration. À l'analyse du modèle, on observe que plus de 98% de la variance du diamètre est expliquée par la variable indépendante concentration et que la variance du modèle est significativement différente de la variance des résidus. Notre modèle est bon. Par ailleurs, l'autoplot montre que la variance des résidus est constante, indépendante du point d'où elle provient, les résidus étant distribués au hasard selon une distribution normale, sans valeur d'influence par analyse de distance de Cook, strictement inférieure à 0,5. On a donc validé le modèle, c'est-à-dire que le diamètre de la zone de précipitation est bel et bien corrélé avec la concentration en cortisol. Revenons donc à notre CE. 6 puits sont imposés, 3 de concentration connue qui vont nous aider à réaliser la gamme étalon comme réalisé juste auparavant. Puis, il sera désormais possible, à partir des puits inconnus, de doser la concentration en cortisol. On s'attendrait, dans le cas wild type 8 h du matin, à une concentration d'environ 7 nanogrammes par millilitre, comme en témoigne le graphe suivant.
La concentration haute et basse a été réalisée en faisant un échantillonnage sur une grande population et en prenant en référence basse l'espérance moins 2 fois l'écart type et en référence haute l'espérance plus 2 fois l'écart type. C'est donc très important de noter qu'il est tout à fait possible pour un individu sain d'avoir des concentrations en cortisol supérieures ou inférieures à la norme, car cette variable suit une distribution gaussienne centrée réduite. Pour le PUI S1, c'est-à-dire le dosage du patient supposément malade à 8 heures du matin, on s'attendrait à plus de 9 nanogrammes par millilitre, car le syndrome de Cushing correspond à une hypersécrétion cortisolique. On sera ici supérieur à la moyenne haute saine. Enfin, dans le PUI S2, c'est-à-dire le dosage du patient à minuit, on s'attendrait plutôt à un taux supérieur de 1 nanogramme par millilitre. A noter que la mesure à minuit est moins fiable. Les valeurs hautes et basses sont très proches, la significativité du résultat est donc un peu moins forte. Il faudra surtout se baser sur la valeur à 8 heures. Dans le cas où le patient n'est en réalité pas malade, alors les diamètres de précipitation nous donneront des valeurs de concentration appartenant aux valeurs normales de la gaussienne et nous pourrons conclure que ces symptômes sont probablement liés à un autre syndrome. Concernant les consignes de sécurité et les précautions à prendre. Tout d'abord, il est très important de changer le cône de pipetage de la micropipette entre chaque prélèvement, car si cela n'est pas fait, on va diluer ou concentrer la solution du nouveau puits et donc interférer avec les résultats réels. Aussi, l'usage des gants est obligatoire en manipulant des anticorps. Il faut veiller à ne pas faire déborder les puits, car sinon la diffusion, qui permettait aux antigènes d'être répartis également dans la gélose, ne sera plus efficace, et l'antigène va s'y répandre de partout inégalement. Enfin, il faut bien prélever le volume indiqué car les anticorps coûtent extrêmement cher. Il faudra évidemment inclure le graphe de la gamme étalon avec les unités correspondantes. Nous voici à la fin de cette ECE. J'espère que vous avez pu comprendre l'essence ainsi que les principes sur lesquels se base ce test. Je vous souhaite plein de réussite.